Ouais. Bon après-midi à tous. Merci à ceux qui sont encore présents ici. Donc, moi, je vais vous présenter, en fait, c'est plus pour vous dire que ce supercalculateur est présent ici sur Nantes et donc il est accessible aussi. Et donc, bon, c'est un peu en périphérie du sujet des datas, mais on en traite quand même aussi. Donc, moi, je suis Hugues Digonnet, je suis un chargé de recherche à l'École centrale de Nantes et au laboratoire Institut de calcul intensif. Et donc là, l'idée étant de dire effectivement que depuis un an environ, l'école centrale héberge un supercalculateur dans ses locaux. Et c'était une volonté de la région et de Nantes Métropole, ainsi que l'école centrale, de doter la région de puissance de calcul assez importante pour qu'elle reste attractive au niveau national. Donc quelques mots d'abord sur l'école centrale. Donc bon, c'est une grande école d'ingénieurs qui est située sur Nantes. Quelques chiffres ici pour vous préciser. Donc c'est environ 2500 étudiants. Donc étudiants, il y a étudiants ingénieurs, mais aussi master, doctorants. Il y a aussi, c'est très orienté sur l'international, il y a 30% d'étudiants internationaux. Et aussi, il y a beaucoup de laboratoires de recherche qui créent des projets en partenariat avec des entreprises. Donc 34 entreprises partenaires de la formation et aussi 14 chaires industrielles. Donc l'Institut de calcul intensif, bon là il y a beaucoup de textes mais je ne vais pas tout dire, c'était l'idée de créer un couple qui était à la fois un mésocentre, donc des ressources de calcul, mais aussi un laboratoire de recherche qui permet d'accompagner les gens qui veulent porter leur application sur ce mésocentre et pas les juste leur dire voilà c'est disponible, faites-en ce que vous pouvez en faire, mais vraiment un peu plus de les accompagner. Donc c'est un laboratoire qui a été créé en 2014, qui est assez récent et qui est de taille relativement modeste, mais on est en gros 25 personnes, à moitié, plus ou moins permanents et doctorants. Maintenant, plus précisément, le supercalculateur de Centrale Nantes. Donc, l'organisation, il y a une direction technique, Richard André Manana, quelqu'un du support, aussi infrastructure, Pierre-Emmanuel Guérin, et moi je suis plus en support du point de vue un peu plus scientifique, donc HPC principalement, et légèrement en data ces derniers temps, pour suivre un petit peu le mouvement, mais voilà. La définition d'un mise au centre, hein, c'est voilà, des moyens humains, des ressources matérielles et logicielles, de façon à promouvoir le calcul haute performance. Donc voilà, juste pour présenter un peu ce qu'est comme mise au centre. Cet outil, c'est un outil puissant pour la recherche. Donc, accès facilité à une plateforme de ressources qu'on ne pourrait pas avoir forcément localement. C'est-à-dire que chaque chercheur ou des choses comme ça ne peut pas avoir accès à une puissance de calcul importante. Et l'idée, c'est de mutualiser de façon à ouvrir un centre de calcul de très grande puissance pour n'importe quel chercheur ou industriel présent. Donc il y a aussi un côté pédagogique avec nos étudiants, mais aussi des formations un peu plus spécifiques. Et l'idée, c'est de ce mésocentre, c'est à mi-chemin entre un ordinateur alors, personnel ou de laboratoire et les supercentres nationaux qui sont où il faut faire des demandes d'heures de calcul et on vous demande de dire que votre application, votre programme passe à l'échelle avant de pouvoir le porter. Le mésocentre aussi a une volonté d'être assez proche des utilisateurs, donc c'est pour ça qu'on dit en général qu'il y en a un par région, de façon à garder une communication plus facile avec les utilisateurs que des centres nationaux qui sont potentiellement assez éloignés géographiquement. Calcul intensif, donc là c'est juste une petite illustration de données, alors pas forcément big au sens big, mais massive on va dire. Là c'est une représentation d'une maquette d'un projet de Nantes 1900. Donc en 1900 ils ont, entre guillemets, ils ont reproduit Nantes à l'époque sur des maquettes en bois. C'était stocké au musée d'histoire du château de Dogue de Bretagne. Un scan a été fait de ces données-là, et il y a plus ou moins 8-10 ans. Donc il contient un très grand nombre de triangles, et on continue encore à exploiter ces données-là pour essayer de les visualiser et de les incorporer dans des calculs. Donc l'idée aussi, là, c'est de prendre des données issues du réel,
de pouvoir les numériser et les intégrer dans des simulations numériques de dispersion de polluants et des choses comme ça, sans avoir forcément besoin de prendre des modèles sur les données. Bon, là, c'est juste aussi quelques illustrations de calcul. Hein. Bon, actuellement, effectivement, on parle beaucoup de météorologie ou de climatologie, mais ça peut être des choses sur les matériaux, des choses sur les écoulements d'air, la CFD, du machine learning aussi potentiellement. Donc pour ça, on a besoin de plusieurs compétences, la calculabilité, la modélisation physique, on va dire, les mathématiques numériques qui nous permettent de discrétiser un petit peu ces objets-là, et de puissance de calcul pour pouvoir les calculer et les visualiser. Alors, jusqu'à il y a quelques années, c'était plutôt les processeurs qui évoluaient, la fréquence augmentait et l'accélération se faisait de manière assez transparente du point de vue du développeur applicatif. Depuis quelques années, une dizaine d'années, la fréquence est bloquée, on ne monte pas trop au-dessus des 3 GHz et la seule possibilité d'ajouter plusieurs unités de calcul les unes à côté des autres de façon à faire du parallélisme à ce niveau-là, mais qui demande à reformuler un peu les algorithmes. Donc ça, juste pour vous situer l'IGER, plus ou moins. Alors là, il est tout en bas, ici. C'est le calculateur qu'on a à Nantes. Tout en bas parce qu'on représente plutôt ce qu'il y a au-dessus. Donc elles sont classifiées en différentes catégories. Tiers 2, c'est les centres régionaux comme on a ici. Tiers 1, c'est centres nationaux. Donc en France, on a 3 gros centres nationaux, dans la région parisienne, 1 à Montpellier. Et tiers 0, c'est plutôt au niveau européen ou continental. On a quelques-uns aux États-Unis, quelques-uns en Europe, quelques-uns en Asie. Pour vous présenter un peu des ordres de grandeur, donc l'IGER, c'est 66 000 cœurs de calcul. Au niveau national, on monte à une centaine de milliers de cœurs de calcul. Et les plus gros, enfin, au niveau continental ou des choses comme ça, on monte au demi-million d'unités de calcul. Donc ça aussi, c'est un petit historique un petit peu de la puissance des calculateurs et puis de sa répartition dans le monde. Donc l'exascale, c'est la prochaine étape. À chaque fois, on fait des multiples de 100, 2000. Juste pour vous dire, là, dans ce graphe-là, les petits triangles orange représentent le plus puissant calculateur au monde. Le petit bleu représente le 500e plus puissant calculateur au monde, en fonction des années. Ce qu'on voit effectivement, c'est que l'IGER, quand il est arrivé, il était tout juste en dessous du 500e, mais il était pratiquement dans les 500 plus puissants calculateurs au monde. Et ce qui est assez intéressant de voir, c'est ici le laptop ou l'ordinateur de bureau plus ou moins classique. En 2016, on est à ce niveau-là. Et ben, ça correspond grosso modo à la puissance de calcul qu'avait en 2002 le 500e calculateur le plus puissant au monde. Donc ce qui veut dire que en 2002, une personne ayant ce calculateur-là pouvait faire les calculs que maintenant on ferait de façon, on va dire, assez courante, mais ça donne quand même 2002 à 2016, 14 ans d'avance sur la recherche produite. Et si on monte au numéro 1, ben on n'est toujours pas au numéro 1 en 93, puisque ça date de cette époque-là. Donc avoir un supercalculateur est quand même un outil très important dans la recherche, parce qu'elle permet de faire des choses du point de vue numérique qu'on ne pourrait pas atteindre si on ne les faisait pas. Répartition géographique, on va dire que ça a été très longtemps dominé par les États-Unis d'Amérique. Depuis 4-5 ans, on va dire, la Chine revient vraiment très fort dans la course, voire risque de bien dépasser tout le monde, sachant qu'elle a les 2 plus puissants calculateurs au monde actuellement sont chinois. Mais c'est aussi une lutte un peu de géopolitique, de puissance de calcul. Bon, ça c'est juste pour vous dire que les processeurs eux-mêmes deviennent de plus en plus puissants. Bon, ils doublent tous les 20 mois maintenant à peu près, c'est la loi de Moore, hein, plus ou moins. Sachant que ça c'est au niveau du processeur. Si je reviens juste un peu en arrière, au niveau des calculateurs parallèles, ça est amplifié par le nombre de processeurs qu'on met en parallèle. Donc ça avance plus vite au niveau des supercalculateurs. Je reviens sur la présentation de l'IGER. Donc là, il y a un peu le kakémono, je reprends globalement ces chiffres-là. Mais ça donne un peu une idée quand même de ce que c'est. Bon, à la base, on part de processeurs classiques, hein, des Xeon, Intel, pour ne pas les citer là, qui sont regroupés dans des nœuds de calcul, qui sont mis eux-mêmes dans des lames de calcul, 2 par lame.
Ces lames-là, on les met dans des châssis, on en met 9, et ces châssis-là, on les met dans des armoires ou dans des racks, on en met 4, et après on rajoute ces racks les uns à côté des autres pour faire le supercalculateur. Donc je crois que l'image, bon ça c'est un peu l'installation du calculateur en juillet 2015, donc il y a une salle informatique, on livre les racks, on les installe, et au final ça fait quand même une boîte relativement compacte, puisqu'en occupation plus ou moins au sol, on est dans les 10 mètres carrés. Bon, on ne le met pas forcément sous son bureau non plus quand même, mais voilà. Forcément, ce temps de calcul crée beaucoup de chaleur, et donc il faut les refroidir. Donc pour ça, nous, via l'appel d'offres, on avait choisi un refroidissement par eau, enfin ou par liquide. L'idée, c'est le liquide se refroidit au plus proche des processeurs, de la mémoire et des choses comme ça, et via un circuit fermé, utilise des tours adiabatiques pour refroidir l'air, le liquide, mais on est à des températures relativement élevées. On rentre à 35 degrés, on sort à 45. Donc pour refroidir à 35 degrés, on n'a pas besoin d'énergie supplémentaire, juste la circulation de l'eau à l'extérieur permet de redescendre à ces températures-là. Point de vue recherche, un peu ce qu'on fait dedans. Bon, c'est juste pour donner un petit peu quelques pointeurs ou des choses comme ça. Donc il y a soit plutôt, alors moi personnellement je suis plus sur la simulation numérique, donc on va essayer de simuler des expériences de point de vue numérique, soit parce qu'elles sont très coûteuses à faire expérimentalement et donc on préfère les faire sur ordinateur, soit elles sont dangereuses, du style une explosion de bombe atomique ou des choses comme ça, on préfère le simuler sur ordinateur que le faire réellement, soit elles sont quasiment infaisables, si on veut faire des croissances de grains métalliques en apesanteur, il faut renvoyer ça dans la station internationale ou des choses comme ça. Et plutôt que de faire ça, on préfère mettre une gravité nulle dans un code de calcul, c'est quand même beaucoup plus facile à faire. Ou la météo sur Jupiter ou des choses comme ça. Donc il y a beaucoup d'intérêt. Bon, après, maillage anisotrope, ça c'est plus notre technique à nous. L'idée aussi, c'est quand même de pouvoir visualiser, ça crée des volumes de données très gros. Et on veut être capable de les visualiser eux aussi en parallèle, puisqu'on ne pourrait pas les visualiser sur un ordinateur classique. Donc immersive 3D, potentiellement réaliste. Ça, c'est pour aller plus loin vers la réalité virtuelle aussi. Une autre aussi thématique du laboratoire est un peu plus orientée sur le temps réel. C'est-à-dire on va faire des modèles très complexes qui durent beaucoup de temps à faire les simulations. Mais si on parle à des médecins ou des choses comme ça, ils veulent dire l'opération, on va la décider assez vite et on ne veut pas attendre 3 semaines de calcul pour ça. Donc là, il y a une grosse étape de pré-traitement qui vont utiliser les supercalculateurs pour définir plein de bases de données. De ces bases de données, on réduit un peu le modèle de façon à pouvoir les exploiter sur des terminaux plus légers que sont soit un laptop classique, soit une tablette, et qui nous donnent, en fonction de ce qui a été précalculé, une réponse immédiate. Bon, ça c'est un peu la même chose, mais avec quelques illustrations. Donc ça peut être des croissances de tumeurs, ça peut être la modélisation du cerveau humain à terme. Ça c'est un projet de collaboration avec le PFL en Suisse, où l'idée est de modéliser le cerveau humain du point de vue numérique. Et aussi, quand même, aussi apprentissage automatique, un peu deep learning et ainsi de suite, qui peut s'appliquer aussi à des situations plus en lien avec nos laboratoires. Bon, là, c'est un peu la chose un peu pareil, sauf que c'est quand même très collaboratif. Il y a souvent différentes applications. Ça peut être dans l'imagerie. On a des tomos, des choses comme ça, et on veut pouvoir insérer ces données-là directement dans des simulations, de l'énergie avec l'éolien offshore, la ville, dispersion de polluants potentiellement dans une ville, en prenant en compte la topologie de la ville exacte, les matériaux, la mise en forme des matériaux avec les matériaux composites, et bio aussi, simulation. C'est quelque chose de très transverse et ça s'applique à peu près à tout. Donc un peu pour pas tarder de conclure, ça c'est plus un peu pragmatique, c'est-à-dire que cette machine est là, elle est présente, elle est utilisable et voilà un peu comment on peut y accéder, des choses comme ça. Donc en puissance de calcul, on est à 6384 cœurs de calcul. Donc pour ramener un peu à un ordinateur classique, c'est à peu près un facteur 1000. Dans tous les sens, en mémoire, en puissance de calcul, en stockage et puis en écriture de stockage. Donc pour des applications plutôt, on va dire,
historiquement typé HPC, donc massivement parallèle avec des bibliothèques et des logiciels, soit avec des licences propriétaires, soit avec de l'open source. On s'ouvrira, je pense, assez vite quand même aussi à faire une spécialisation plus machine learning. L'idée aussi, c'est effectivement les données produites par de tels calculateurs sont très très importantes et très massives, donc on ne va pas s'amuser à les rapatrier en local chez nous, dans notre laboratoire, dans notre bureau, pour les exploiter, parce que d'une part, on prendrait un temps très important pour, on va dire, 1 heure de calcul, on pourrait avoir 1 semaine de transfert de données, ce qui est un peu dommage. Et aussi, potentiellement, le chercheur ou l'industriel final, sur son ordinateur personnel, n'arriverait pas à exploiter ces données parce qu'il lui faudrait une machine plus puissante. Donc là aussi, l'IGER a des nœuds de visualisation dédiés qui sont intégrés au système et qui permettent donc de visualiser en visuel déporté directement vos résultats sur la machine. Il y a aussi un aspect formation, que ce soit classique, on va dire plutôt Linux, programmation parallèle, C++, ou à la demande s'il y a vraiment des besoins spécifiques d'accompagnement et de formation pour passer sur ces machines-là. On est aussi voué à donner des formations de ce type-là. On va faire aussi des formations un peu certifiantes de ce point de vue-là au niveau de l'école centrale. Donc il n'y a pas d'habitude en général pour les accès aux centres nationaux, on va déposer un projet, ce projet va être analysé par des experts et les experts vont dire oui, il est acceptable ou pas acceptable. Là, il n'y a pas vraiment d'appel à projet, tout le monde est bienvenu. Par contre, il y a une tarification de leur cœur en fonction, vous voulez tant de puissance de calcul, on va vous les donner, mais voilà, il faudra. Mais donc c'est ouvert aussi bien aux académiques qu'aux industriels. Convention d'accès, là il faut contacter un petit peu la direction de l'ICI ou les responsables du supercalculateur pour voir si on peut faire des modalités. Ça dépend un peu de si c'est juste un projet pour une personne, ça va être très vite. Si c'est plus pour un industriel ou des choses comme ça, on va réfléchir un peu plus au volume qui voudrait de calculer des choses comme ça. On peut s'inscrire en ligne sur l'adresse ici. Enfin, supercomputing-ec-nantes.fr et il y a des chartes pédagogiques pour dire qu'on ne va pas l'utiliser pour des choses illicites ou des choses comme ça. Bon, ici elles sont assez classiques. C'est on utilise une puissance de calcul pour ce qu'on veut bien, pour ce que le projet a dit qu'on le faisait. Donc voilà, l'unité de mesure tarifaire, c'est l'heure cœur, donc c'est l'utilisation d'un cœur de calcul pendant 1 heure. Pour les académiques, c'est en prix coûtant, c'est-à-dire qu'on va regarder l'amortissement de la machine et puis on va dire, voilà, enfin de l'équipe aussi de support et des choses comme ça, et on va juste dire voilà à combien revient le calculateur. Pour l'industriel, ça dépend un peu du volume qu'il veut et des choses comme ça, avec une marge raisonnable un petit peu pour quand même se développer, mais ça reste très acceptable, sachant que il n'y a pas à héberger chez soi et à prévoir l'infrastructure qu'il faut pour l'utiliser. Voilà, bon moi j'en ai fini pour cette présentation-là. Je remercie les personnes qui sont restées jusqu'à la fin. Et quelques liens juste, voilà, si ça intéresse des personnes, pour nous contacter et ainsi de suite. Merci beaucoup. Et puis si vous avez des questions, n'hésitez pas. Oui. Oui. Oui, alors et après il y a le CCIPL aussi à l'université de Nantes, qui a aussi des moyens de calcul. Donc nous, ce qui nous différencie, c'est vraiment quand même aussi le côté d'avoir le couple laboratoire de recherche et mésocentre, c'est-à-dire qu'il n'y a pas que l'ouverture à un calculateur, mais aussi un accompagnement possible sur les modalités pour faire passer votre algorithme vers ces machines super scalables, enfin des choses comme ça. Il y a aussi le fait que les industriels peuvent assez facilement aller dessus, juste dire voilà, on a besoin de ça, et puis on se met d'accord sur le volume et puis la tarification qui va avec. Mais voilà, il y a une volonté d'ouvrir ça vers le panel industriel qui est peut-être un peu plus présente que sur d'autres plateformes. Après, on reste à avoir des liens. Il y a un GIS, un groupement d'intérêt scientifique qui est fait avec le CCPL pour essayer d'harmoniser un peu tout ça.
Alors, je ne sais pas si... Alors, ces chiffres-là sont à l'heure actuelle. Il peut évoluer. Donc, quand on avait fait l'appel d'offres pour cette machine-là, on avait mis un côté évolutif. C'est-à-dire que, alors plutôt sur du calcul à la base, mais voilà, on repense un petit peu la stratégie plus vers du machine learning et des choses comme ça, des architectures un peu plus dédiées. Euh, donc il y a encore de la place prévue pour monter jusqu'à 10 000 cœurs, si je ne me trompe pas, hein, c'est ça. Et enfin, équivalent 10 000 cœurs de calcul pour suivre un petit peu. Après, effectivement, au bout d'un moment, on peut se poser légitimement la question, est-ce qu'il ne vaut pas repartir de zéro plutôt que de faire évoluer. Au bout de 5-6 ans, c'est des machines qui consomment beaucoup pour la puissance qu'elles ont par rapport aux nouvelles architectures, donc c'est pas forcément évolutif à l'infini. Oui, il faut quand même un renouvellement au bout d'un certain temps. Oui. Alors pour l'instant, il y a encore quand même pas mal de place puisqu'elle est assez récente. Donc je sais pas dans 33% dans ces eaux-là, donc il y a encore quand même de la place pour ceux qui veulent venir. Ils sont les bienvenus. Euh, Voilà, après, voilà, si on arrive à 75-80%, là, c'est commence à devenir presque sursaturé parce que il n'y a plus beaucoup de place pour ceux qui veulent rentrer. Dans ce cas-là, on pensera potentiellement à l'étendre ou à des choses comme ça. Le but étant quand même de monter vers ces taux d'utilisation assez rapidement. Voilà. S'il n'y a pas d'autres. Oui. Alors, il y a eu la création à la fois du laboratoire et du mésocentre sont liés à un projet Connect Talent de la région, qui avait pour but de faire venir des gens dans la région. Et effectivement, quand on a fait ce projet-là, euh, c'était un moment où la région Pays de la Loire était assez déficitaire en termes de puissance de calcul par rapport à d'autres régions. Et donc, ça a été un peu le bon moment pour créer ce supercalculateur-là, mais qui a une vocation effectivement assez régionale, pas forcément que École Centrale. L'École Centrale l'héberge, mais c'est pas lié que à l'École Centrale. Voilà. Après, l'idée, c'est vraiment effectivement de ce couple-là, laboratoire et mésocentre, qui est assez original aussi. Il y a quand même ces mésocentres, il y en a un peu partout en France, un par région plus ou moins, mais souvent c'est vraiment que des unités enfin que des ressources de calcul sans forcément l'accompagnement qui va avec. Donc voilà, la petite histoire. Bon, voilà, je pense que merci beaucoup. Hop. Je tente la démo quand même pour voir.